Bien, bah, à nouveau, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour à ceux qui viennent nous rejoindre au cours de la matinée. Donc là, moi, je vais vous présenter donc, une étude qui a été menée entre 2018 et 2021 dans le cadre d'un appel, alors on appelait ça, c'était un appel à projet qui émanait de l'agence de l'eau Artois Picardie. Ça s'appelait les programmes d'initiative en faveur de la biodiversité. Donc ça permettait à différentes structures d'aller chercher des financements qui pouvaient être assez correct et conséquent au niveau de l'agence de l'eau, mais avec comme petite condition, il fallait quand même que ce soit en lien avec des espèces liées aux zones humides. Donc on a sélectionné, nous, quelques espèces de chauves-souris qui pouvaient être liées d'assez près aux zones humides. Alors ce programme rentre bien sûr dans le cadre du plan national d'action Chiroptère et dans sa déclinaison régionale, du plan régional d'action Chiroptère, qui est aussi financé par la DREAL des Hauts-de-France. Donc l'étude est essentiellement menée par la coordination mammalogique, mais aussi par d'autres partenaires qu'on pourra présenter au cours de l'exposé. Alors, les espèces qui ont été ciblées, alors surtout, alors qu'une espèce phare pour nous dans les Hauts-de-France et dans le Pas-de-Calais, c'est le murin des marais. On a également travaillé sur le grand rhinolophe, le murin d'Alcatoé, la pipistrelle pygmée et le murin de Daubenton. Alors, la notion de chauve-souris liée aux zones humides peut être assez forte ou un peu plus comment dire, moins affirmée. Certains pourront me dire il manque des espèces. Effectivement, on aurait pu aussi travailler sur la pipistrelle lunatusus, par exemple. Mais c'est une espèce qui, chez nous, semble plutôt migratrice et sur lequel on aurait d'autres programmes en partenariat avec nos amis de Belgique ou de Pays-Bas qu'on souhaiterait développer par la suite. Donc là, on s'est surtout concentré sur 5 espèces. Les objectifs du projet, c'était dans un premier temps de faire l'état des lieux sur la présence de ces espèces ciblées au sein de l'échelle du territoire, mais aussi des différents types d'habitats humides qui pouvaient être utilisés par ces espèces. Identifier ensuite les secteurs en jeu, donc soit les gîtes, les corridors, les habitats de chasse, comme à chaque fois, pour développer des actions de protection et de préservation. Alors, j'ai commencé par une des premières espèces qui me semblait bien intéressante à étudier, qui est le murin d'Alcatoé, donc une espèce qui n'est pas très connue, qui a été découverte quand même il y a peu de temps. Je me souviens encore, mais il y a une vingtaine d'années, quand on parlait du fameux murin cantalou, découvert par nos amis en Auvergne. Donc, cette espèce est présente en Nord-Pas-de-Calais, et on avait besoin d'améliorer. Alors, un élément qui peut faire peut-être interpeller certains, améliorer les connaissances sur la répartition possible en hiver, identifier et caractériser les terrains de chasse, rechercher aussi les colonies de reproduction par la même occasion, et étudier donc notamment sa répartition estivale. Alors c'est vrai que ça peut faire sourire ou interpeller la première remarque. On sait tous que le murin d'Alcatoé fait partie d'une espèce assez difficile à déterminer, fait partie de ce groupe en hiver qu'on appelle les murins à museau noir, avec le murin à moustache, le murin de Brandt et le murin d'Alcatoé. Et effectivement, il serait complètement, je dirais presque illusoire de pouvoir déterminer avec précision en hiver cette espèce. Cependant, on essaye, nous, en Nord-Pas-de-Calais, pour chaque individu de type des murins à museau noir, d'aller un peu plus loin dans ce qui peut être une détermination, en essayant de dire celui-là a plutôt un type classique murin à moustache, celui-là a plutôt un type murin de Brandt, et dans certains cas, on en trouve qui ont un type plutôt murin d'Alcatoé, un peu plus assez petit, une marque rose au fond de l'oreille, une coloration assez contrastée. Et donc dans ces cas-là, on les répertorie quand même, et ça nous permet de, même si après, à la fin de l'hiver, on garde ça comme murin à museau noir, on essaye quand même de les noter sur des possibles murins d'Alcatoé, ce qui nous permet quand même d'une part de mieux les regarder en hiver et de faire quand même une carte avec ces données qui peuvent être intéressantes pour aller chercher un peu plus loin, notamment en période estivale, dans ces secteurs. Alors, le travail qu'on a fait aussi, c'était en période estivale, donc on avait quelques secteurs dans la région où on connaissait l'espèce en été, et donc on a mené des campagnes de capture. L'espèce a été capturée sur des toutes petites mares intraforestières dans des forêts assez humides. Et donc, lors des premiers essais, ça a été fructueux puisqu'on a réussi à capturer dès
dès la première sortie, 2 femelles allaitantes de murins d'Alcatoé. J'étais très content parce que ça confirmait déjà la possible reproduction d'espèces, la reproduction d'espèces sur la région. Et donc, par radiopistage, on a pu trouver très vite les colonies. La colonie dans un arbre, un chêne mort, déjà de belle taille. Et donc, cette colonie là-dedans, on a pu faire les suivis le soir. Alors, aussitôt, l'arbre, bien sûr, a été marqué pour éviter qu'il soit abattu. Comme c'est un chêne mort, parfois, ça peut être rapidement abattu. On a contacté le propriétaire, qui en l'occurrence est une structure qui gère des espaces naturels sur le Pas-de-Calais, qui s'appelle Eden 62. Donc, c'était vraiment le bonheur de pouvoir trouver l'arbre sur en plus un secteur qui est déjà préservé. Et donc, ensuite, le soir, avec les espèces les individus qui étaient équipés, on a pu suivre, faire un comptage en sortie de colonie. Petite déception, c'était pas une grosse colonie, il n'y avait que 5 individus dedans, mais bon, c'était quand même la première fois qu'on trouvait un gîte de reproduction pour les Hauts-de-France, et ça a permis aussi de faire quelques suivis sur les terrains de chasse, et ça confirme ce qui est déjà connu dans la littérature, c'est une espèce qui ne se déplace pas énormément dans ce qu'on a pu voir, qui exploitait soit le feuillage, la canopée, soit des réseaux de petites mares intraforestières dans un rayon de à peine 200 mètres de la colonie. Et le type de boisement correspondait aussi à ce qui était un peu connu en littérature, avec des boisements plutôt humides. Alors, on a également donc là, les résultats sur les cartes de répartition hivernale. Vous voyez, il y a quelques secteurs, quelques sites divers où on le trouve, mais ça montre qu'on a quand même des secteurs soit à l'est de la région, soit à l'ouest. La localisation des données estivales, alors on a le gîte de Misbah qui est dans une forêt qui se trouve au nord de Saint-Omer, forêt des Perlecs. Et puis on s'assuit aussi, on voit quelques secteurs de réseau de vallées. On en trouve quand même dans le Pas-de-Calais. On en trouve aussi dans un secteur plutôt assez boisé, avec des boisements humides, à l'extrême est de la région, dans l'Avesnois, entre Fourmies et Maubeuge. Une donnée assez anecdotique, mais vous a pas mal interpellé. On a pas mal quelques contacts aussi sur quelques sites en swarming, où on capture quelques individus, et notamment en milieu très très urbain, en bordure dans la métropole lilloise. Donc c'est une donnée qui nous avait un peu surpris. Alors, une autre espèce qui est vraiment, je pense que si on devait demander quelle est l'espèce vraiment liée aux zones humides qu'on peut trouver en région, et même dans d'autres régions, on pense très vite au murin de Daubenton. Donc là, à nouveau, le même travail qui peut être fait sur améliorer les connaissances de la répartition hivernale, rechercher les colonies de reproduction, et un travail sur identifier et suivre les sites de swarming. Alors, pour la reproduction, la répartition hivernale, il y a quand même pas mal de sites connus sur l'ensemble de la région. Notamment du sud parfois assez important. On voit que c'est surtout sur le Pas-de-Calais que l'espèce est bien représentée. On a également donc le type de site qu'on va trouver, c'est une espèce qui peut un peu partout. On commence aussi, alors je reviens tout à l'heure sur un secteur autour de l'île, on voit la photo numéro 1 avec un réseau de catiches, donc c'est des grandes exploitations de craie. Alors bien que ce soit un milieu et nouveau très, très urbanisé, on a quand même pas mal d'individus qui sont présents dans ce secteur, on nous a un petit peu surpris. Et c'est tout type de sites, des carrières souterraines, des blocos, ou des grands forts d'anciens forts militaires par exemple, où on va trouver cette espèce, notamment dans l'Avesnois. Au niveau des répartitions estivales, bien qu'elles soient bien présentes partout, et malgré notre étude, on ne connaît pas encore trop de colonies de reproduction. On a seulement localisé une dizaine de colonies, soit dans des arbres, des cavités d'arbres, soit dans des réseaux un peu d'un blocos en ruine au-dessus de l'eau, ou soit on a une colonie assez importante avec plus de 200 individus dans un milieu assez particulier, puisque c'est dans une cave d'un particulier qui héberge ça depuis de nombreuses années et qu'on suit avec intérêt le plus régulièrement possible. Et le propriétaire qui, hélas, le monsieur est décédé depuis, mais qui veillait vraiment jalousement avec forte précaution sur ces petites chauves-souris qui s'est installée quand même au fond de sa cave. Donc une petite photo de ce que ça peut donner, une partie de la colonie qui se répartit à différents endroits dans la cave. Et il y a même des aménagements spécifiques qui ont été faits pour être sûr que les colonies continuent de passer même si la cave est fermée. Alors une autre espèce qui nous plaît beaucoup, qui est bien
présente sur la façade littorale du Nord-Pas-de-Calais, mais qui n'est pas tellement présente, on pourra en reparler un peu, sur la façade atlantique. Je serais curieux d'avoir un peu si d'autres régions, dans le cadre de ces rencontres Grand Ouest, connaissent des colonies de reproduction de pipistrelles pygmées sur cette façade Manche, mer du Nord, Atlantique. Ça m'intéresserait parce que en France, elle est plutôt connue dans le sud de la France, et nous, on a quand même pas mal d'individus, de quelques colonies aussi, sur ce qu'on appelle le Calaisis, la région de Calais. Là. Et donc, ça nous interpellait aussi. Donc, il y avait tout un travail qui a été fait donc, pour synthétiser, analyser les données de répartition qu'on peut avoir sur l'espèce, essayer de rechercher des nouvelles colonies de reproduction, et aussi travailler sur la cohabitation, parce que, hélas, pour quelques colonies qu'on a pu trouver, elles sont vraiment liées à des habitats chez des maisons de particuliers. Et donc, ça pouvait parfois engendrer des problèmes de cohabitation. Donc voilà pour ce qui est de la carte des répartitions. Surtout un travail qui a été fait par contact acoustique, une espèce qui est quand même relativement facile à déterminer par l'acoustique. Et donc, on voit bien ce que j'expliquais au niveau du secteur de Calais, où il y a quand même pas mal de contacts sur les petites zones humides, des boisements qu'on peut avoir. Il y a quand même pas mal de colonies aussi qui ont été trouvées. Et je reviendrai juste après sur la méthode de trouver ces colonies. Alors la première colonie qui est trouvée, c'est dans une maison de ce type, là, qui était sous la partie haute de la maison, près de la fenêtre tout au sommet central. Et cette colonie, quand même, abritait plus de 300 individus. Donc c'était une belle découverte. Mais hélas, au bout de quelques années, il y a eu quelques travaux menés sur la maison et la colonie a quitté les lieux. Donc on a retrouvé d'autres colonies ailleurs, vous pouvez voir un peu avec les effectifs comptabilisés. Tout à peu près dans le même secteur, et entre à chaque fois des maisons, soit des maisons récentes, parfois un chalet en bois, ou des maisons de style bourgeoise comme celle que je vous ai présentée en photo, ou parfois dans des maisons neuves. Alors je tenais à remercier là-dessus vraiment le travail qui a été fait par Sébastien Devos de la CMNF et avec son équipe, là, il habite pas très loin là-bas, qui nous a trouvé pas mal de colonies en cherchant les colonies uniquement au détecteur, mais avec la méthode de retour au gîte, donc en fin de nuit ou en tout début de matinée, on va dire, lorsque les individus sont un peu plus nombreux à regagner le gîte, et donc y arriver à suivre comme ça les routes de vol. Et il y a plusieurs colonies qui ont été localisées grâce à cette méthode, donc c'était vraiment bien utile, et je remercie vivement parce que ça nous a permis de connaître un peu plus ces sites. On a également développé dans ce cadre un peu plus une information concernant le réseau Info Chauve-souris, qu'on appelle aussi le SOS Chauve-souris, avec une petite campagne un peu plus d'information, parce qu'on s'est rendu compte que souvent les gens nous contactaient parce qu'ils trouvaient des problèmes de cohabitation avec ces espèces, et c'est vrai qu'on a dû gérer quelques problèmes de cohabitation assez importants, des colonies qui peuvent atteindre jusqu'à 200 individus, ça fait beaucoup de guano, et parfois c'est on a trouvé ça dans un chalet, par exemple, qui était habité. La propriétaire a eu du mal à supporter ça. Et honnêtement, c'était assez compréhensible. Et donc, il y a tout un travail qui a été mené également. On a fait un document sur la cohabitation. Donc là, je remercie à nouveau une autre membre de l'association qui a pris ça en charge, qui est Claire Poisson. L'avantage de Claire, c'est qu'elle parle très bien anglais. Et donc, elle a épluché, elle a contacté tous les contacts qu'on peut avoir dans les pays anglo-saxons, dans lesquels la pipistrelle pygmée est plutôt bien présente, pour faire une synthèse un peu de toutes ces notions liées à la cohabitation avec l'espèce et de voir comment on pouvait aménager quelques sites dans les maisons et comment on pouvait favoriser ces problèmes de cohabitation. Donc il y a un petit document qui a été réalisé dans le cadre de l'étude et qui sera disponible aussi sur le site de la CMNF. Alors j'ai encore deux espèces pour terminer. Le grand rhinolophe. Donc là, c'est vraiment l'espèce... alors, on ne pourrait pas forcément penser qu'elle est directement liée aux zones humides, mais les études qu'on a pu faire en région ont confirmé quand même une dépendance assez importante à certains types de zones humides. Donc à nouveau le travail sur le suivi de l'évolution des effectifs sur les sites d'hibernation, localiser et suivre les effectifs des colonies de reproduction et identifier les terrains de chasse et les routes de vol. Alors, on a quelques sites où l'espèce est présente en hiver avec deux grands secteurs, deux grands sites assez importants. On a jusqu'à entre 50 et 70 individus. Alors ça peut sûrement se faire sourire pour nos amis du sud et de l'ouest de la France, mais elle est vraiment chez nous en limite nord de répartition et elle est surtout localisée sur la façade ouest du département, avec depuis quelques années un individu qui se perd un peu, on voit sur le point là,
dans le secteur Valenciennes, Cambrai, Maubeuge-Fourmy, en plein cœur de l'Avesnois. Ça fait pendant 2 ans de suite, on a trouvé dans ce secteur là-bas un individu. Tous les sites dans lesquels l'espèce est présente sont protégés, donc on a fait pas mal de travaux d'aménagement et de protection de site, et on espère qu'on risque de le voir, ça porte ses fruits, puisque si on fait les suivis des effectifs hivernaux, on voit que depuis 10 ans, par exemple, les effectifs en hivernaux ont doublé, on a une croissance constante de ce qu'on peut compter dans nos sites d'hiver. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour la répartition estivale, on a vraiment 2 secteurs qui sont bien nets, sinon ils ont amené à penser qu'on devra avoir 2 colonies. Donc effectivement, on a une colonie sur Montreuil et on a nos sites d'hibernation qui sont dans le secteur. Et on a notre secteur plus au nord. On a également réussi à trouver par radiopistage une colonie de reproduction d'une 60aine d'individus. Cette colonie est dans les granges d'une maison particulière. Et donc on a découvert ça il y a quelques années et on a aussitôt travaillé avec les propriétaires pour améliorer les conditions d'accueil. C'est une colonie mixte avec une 150 individus de murins, rails et chancrés et une 60aine de grands rhinolophes. On a fait pas mal de travaux pour améliorer ces sites. On pose un nouveau plancher, on a mis du grillage au niveau des combles, la toiture, parce qu'on s'est rendu compte que les individus s'accrochaient au pare-vapeur et restaient accrochés là-dedans et pouvaient mourir, notamment pour les jeunes. Donc on a fait des protections avec le grillage. On avait installé une espèce de bâche au-dessus il y avait un porche dans lequel passaient les voitures et il y avait pas mal de crottes dessus. Donc on avait installé une bâche avec les bénévoles de l'association. Donc des travaux assez importants qui étaient menés. Et hélas, lors du confinement en 2020, la colonie a quitté les lieux, à notre grand regret. Alors, le confinement a engendré une présence plus importante des gens sur leur site. Ils auraient pas mal de travaux sur le site, notamment au mois de mai, et ça a sûrement peut-être été la cause de la disparition de la colonie. Malgré tout, ça nous a permis quand même, cette colonie, pendant quelques années, de faire des suivis par radiopistage et de trouver qu'elle est. Donc ce qu'on connaît aussi de façon assez courante sur les colonies, on voit que pour regarder en détail, on a la colonie, le point rouge qui est sur la carte. On a les jeunes qui sont surtout présents, qui vont chasser autour de la colonie, et les femelles qui vont un peu plus loin. Et notamment, on a un secteur de marais qui est également préservé, qui est classé en Natura 2000. Et ce marais, qui s'appelle le marais de Guine, qui est également géré par le syndicat mixte Eden 62, et dont l'essentiel du site, une bonne partie, est sous pâturage par des vaches Highland Cattle, des vaches qui ne sont pas traitées avec les produits type ivermectine ou autres produits antiparasites. Et donc les bouses sont sûrement riches, et donc il y a une production d'insectes assez importante. Et on a pu constater que les grands rhinolophes appréciaient vraiment d'aller chasser sur ces milieux. Voilà par exemple un individu qui contribue à produire de la nourriture indirectement pour le grand rhinolophe. Vincent, je ne sais pas si tu m'as écouté ou si tu m'as entendu. Si tu peux juste conclure assez rapidement, parce qu'on a Oui, dépassé. je conclus. Donc là, je termine juste sur l'espèce phare, qui est le murin des marais. Donc il me reste 2 minutes pour terminer là-dessus. Alors le murin des marais, c'est vraiment notre espèce phare en Nord-Pas-de-Calais. Les sites d'hibernation sont plutôt bien connus. Donc ils sont tous protégés maintenant. On a quelques individus en hibernation. Ce n'est pas énorme, ça augmente quand même depuis quelques années, mais on est entre 3 et 9 individus, donc ce n'est pas terrible. Mais malgré tout, ils sont quand même présents tous les ans. Alors peut-être qu'il y en a pas mal qu'on ne trouve pas, qui sont bien cachés au fond de fissures. Mais on a surtout travaillé donc, sur trouver les terrains de chasse et la colonie de reproduction. On travaille essentiellement sur un axe humide qui est le canal. On a une colonie qui a été trouvée il y a quelques années, en 2012. Mais hélas, les individus ont quitté cette colonie. Les suivis qu'on a pu faire sur le canal ont montré, comme c'est un terrain de chasse et une voie de transit importante, qu'elle a été bien utilisée lors de la chasse. Donc on continue à compter sur le canal, mais sans connaître la colonie. On a fait des manips pour capturer à nouveau les chauves-souris sur le canal, les équiper. Et donc on a pu localiser depuis 2012 2 nouvelles colonies. Et à chaque fois qu'on trouve une colonie, au bout de quelques années, elle est désertée. Et donc on a une colonie trouvée en 2012, une en 2018, une en 2021. À chaque fois, c'est dans des maisons classiques, dans les comptes de maisons
de particuliers. Donc, la première colonie, il y avait jusqu'à 63 adultes. La seconde, en 2018, 73 adultes et juves. Et cette année, une bonne nouvelle, on a quand même retrouvé, on était un petit peu inquiets, parce qu'on en voyait moins, mais le comptage en sortie de gîte a permis quand même de compter 93 adultes et juves, ce qui est quand même un record pour la France, du nombre de murailles des marais comptabilisées. Et on voit à chaque fois par où elle passe. Ça permet aussi de localiser, et je termine sur ma dernière diapo, les terrains de chasse, qui sont surtout soit les confluences du canal, soit un secteur qui est assez particulier, qui se trouve à une dizaine de kilomètres, qui est des plans d'eau autour d'une grosse industrie ArcelorMittal, ou un plan d'eau qui s'appelle le plan d'eau du Pitouk, ou enfin un milieu tout récent, assez artificiel, qui est assez original, puisque c'est un grand plan d'eau pour faire de l'aviron, qui fait 2 km de long, et on a pu prouver que les individus allaient chasser sur ce genre de milieu, pourtant créé il y a à peine une dizaine d'années. Donc voilà, je remercie l'ensemble de tous les participants à cette étude, il y en a énormément, je ne peux pas tous les citer, mais les bénévoles, les salariés et les nombreux partenaires de la SMNF, et surtout aussi les gestionnaires, les propriétaires de sites, et enfin les différentes structures qui nous ont aidés dans cette étude. Juste pour terminer, le document, donc il y a une brochure qui va être publiée suite à ça. Elle sera diffusée pour les membres de l'association et ceux qui le souhaitent pour en faire une demande. Et enfin, elle sera diffusée sur le site internet de l'association. Voilà. Alors du coup, on a des questions sur le chat de Claire. Il demande qui finance les aménagements en faveur des colonies dans les greniers des particuliers. C'est une bonne question. On essaie d'avoir plein de financeurs différents. Soit là, on a eu des financements dans le cadre d'un programme FEDER, qui finançait dans le cadre du plan d'action. Donc, on a pu financer ce genre d'action. Alors, c'est vrai que ce n'est pas évident parce que chez les particuliers, parfois, certains financeurs sont plutôt réticents parce qu'ils veulent avoir des conventions, ils veulent avoir une forme de durabilité. On a également mis en place au sein de la CMF depuis pas mal d'années, étant donné qu'on aménage beaucoup de sites, on essaye parfois de se constituer un petit trésor de guerre, je dirais, au point de vue financement, qui nous permet d'intervenir pour des missions un peu d'urgence, ou pouvoir de financer ou pouvoir réaliser nous-mêmes des travaux d'aménagement sur les colonies. Et enfin, pendant cette année, on va faire aussi des travaux. On a postulé à un dossier qui s'appelle le plan de relance, on vient d'entendre parler. Et dans le cadre du plan de relance, on a aussi quelques financements pour faire des travaux chez les particuliers. Le plan de relance qui est lancé par l'État et soutenu en région par les DREAL. On a Benjamin aussi qui a une question que j'invite à prendre la parole. Oui, tu as parlé au début, Vincent, des agences de l'eau, justement, je suis aussi sur cette question financement. Voilà, on entend parler effectivement de certaines agences qui financent des choses sur les chauves-souris des milieux humides. Nous, on n'arrive pas à passer le cap. La seule chose qu'on nous dit, c'est bosser sur le dobenton, qui n'est pas l'espèce sur laquelle on voudrait travailler. Bon, c'est plus une remarque qu'autre chose, mais il faudrait vraiment qu'on arrive à faire valoriser les travaux des autres régions sur ces espèces-là, par exemple les vôtres, auprès de notre agence, parce que Loire-Bretagne, ils ne veulent rien entendre là-dessus. C'est Daubenton, ils disent espèce PNA seulement, et Daubenton, qui est la seule espèce liée au milieu aquatique, sachant que sur le principe, elle n'est pas PNA, en tout cas au niveau national. Donc, bon, c'est un peu ubuesque ce truc-là. Et même si je choisirais effectivement pas dans mon contexte régional exactement les mêmes espèces que toi, dans l'idée, voilà, c'est vraiment dommage parce que le lien avec les milieux humides, notamment les ripisylves, est évident pour un paquet de bébêtes, quoi. Voilà. Tu as parfaitement raison. Nous, on a eu la chance, alors, je sais qu'il y a Olivier Pichard qui est là aussi, qui a aussi postulé à cet appel à projet pour les agences de l'eau. On pensait que ça allait être un peu plus régulier. Je pense que c'était, entre guillemets, un one-shot. Il y a eu 2 appels à projets. Et là, je crois qu'ils ont arrêté ce type de financement, donc on a pu en profiter. Mais c'est vrai que ce serait dommage de ne pas essayer de lancer quelque chose. Nous, notre étude, pour moi, c'était le début de quelque chose. Tu vois, le projet Kiro, moi, ça me plairait qu'il soit repris même à l'échelle nationale et qu'on développe des actions spécifiques sur les choses liées aux zones humides avec comme partenaire principal les agences de l'eau. Tu as parlé des ripisylves, je pense que c'est un milieu qui est extrêmement important. On l'a vu, je crois que nos amis du Sud ont travaillé dessus, mais on l'a vu aussi même pour des régions comme les nôtres, où les ripisylves ont un intérêt énorme. Il y a aussi d'autres milieux aquatiques qui sont importants pour les chauves-souris. C'est vrai que ce serait bien d'aller un peu plus loin dedans. Peut-être une des pistes pour les prochains plans d'action aussi, hein,
davantage travailler sur ce type de financement. Surtout que les agences de l'eau, généralement, elles ont un peu de financement quand même, d'après ce que j'ai pu voir et que je peux voir sur certains dossiers. Oui, Lucie de Picardie Nature, je vais rebondir sur cette question de financement auprès des agences de l'eau. Donc, nous, en effet, on a demandé une subvention auprès de la même agence de l'eau, donc Artois Picardie, sur un dossier avec une approche en effet plutôt habitat sur les ripisylves, donc axé à la fois sur les mammifères terrestres aquatiques et sur les chiroptères. Donc pas forcément une approche uniquement espèces, même si on va se baser sur un certain nombre d'espèces indicatrices pour cette étude-là. Donc pour l'instant, rien n'est validé, mais c'est vrai qu'on a déjà l'agence qui s'est rapprochée de nous et qui montre un intérêt pour l'étude proposée. Donc affaire à suivre, mais en effet, cette approche ripisylve, je pense que c'est vraiment un bon axe pour approcher les agences de l'eau. Je me permets juste encore 2 minutes, étant donné qu'on profite quand même de ces rencontres sur la façade atlantique. Normalement, on devait travailler un peu plus sur la pipistrelle pygmée. Notre hypothèse, c'est qu'en Angleterre, elles sont vraiment bien présentes, les pipistrelles pygmées. Et notre hypothèse, c'est que quand on regarde les cartes de répartition, peut-être pourquoi il y a autant de pipistrelles pygmées sur le secteur de Calais, peut-être qu'elles viendraient d'Angleterre. Et donc, on souhaiterait travailler dessus, notamment sur des aspects plutôt génétiques. Et donc, là, pour mener une étude un peu plus complète, nos amis anglais sont déjà partants. Nous, on peut capturer facilement des pipistrelles pygmées sur notre territoire. Par contre, on aurait besoin d'avoir aussi des contacts avec avoir des gens sur la façade atlantique, voire même aussi un peu plus haut en Belgique ou aux Pays-Bas, qui peuvent capturer des pipistrelles pygmées pour qu'on puisse avoir des prélèvements et pouvoir faire un travail de génétique un peu plus poussé sur l'espèce et en savoir plus sur ses éventuelles origines et de voir s'il y a des liens encore aujourd'hui entre des individus qui traverseraient encore la Manche. C'est aussi important dans le cas notamment des développements d'éoliens en mer pour voir s'il y a encore ces échanges et s'il y a encore ces échanges d'individus de part et d'autre de la Manche. Donc, je lance un appel, surtout si vous avez des colonies connues, je crois qu'il y en a très très peu, sur cette façade atlantique, Normandie et Picarde. Ça nous intéresse énormément de travailler un peu plus sur cette espèce. En Pays de la Loire, elle est extrêmement rare. Hein. On a un comité d'homologation et tout, et donc a priori, il n'y a pas de colodropro malgré. En fait, on la trouve surtout sur les. Enfin, pour ce que je connais le mieux en Anjou, là où on l'a, c'est des endroits où on a eu un très très gros effort d'échantillonnage, donc on a des individus perdus. Mais voilà, c'est vraiment extrêmement rare. On n'a pas du tout la même chose que vous.